Salut camarades! Je ne pouvais pas terminer ce chapitre sur la Russie du début du XXe siècle sans évoquer son mystère le plus populaire. Tout le monde connaît Raspoutine, mais personne ne sait vraiment pourquoi. Et non, ce n'est pas un sorcier qui a vendu son âme au diable, qui a maudit la famille impériale et qui a permis la révolution de février en faisant ouvrir les grilles du palais par des lucioles maléfiques. Et non, ce n'est pas un pirate à moitié fou qui hante les mers du Sud. C'est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus mystérieux que ça. Grigori Yefimovitch Raspoutine naît en janvier 1869 à Pakrovskoye, un petit bled sibérien. On ne sait pas grand chose de sa jeunesse, globalement c'est un soulard, parfois voleur, jusqu'à ce qu'il ait une sorte de révélation religieuse et qu'il se mette à arpenter la Russie en tous sens comme un pèlerin, fréquentant masse de monastères, d'ermites, d'ascètes, de maîtres spirituels, tout ça. Et il va rouler sa bosse comme ça pendant plus de 15 berges, en profitant de ses rencontres pour se faire sa conception de la religion. Et il devient incollable. Je dirais même que c'est le spécialiste! En 1903, il arrive donc à Pétersbourg avec des lettres de recommandation du curton de province. Grâce à celles-ci, il parvient assez vite à intégrer la vie mondaine de la capitale, et de fil en aiguille, le 1er novembre 1905, il est carrément présenté au couple impérial. On parle quand même d'un pèlerin bouseux à moitié clodo qui tout à coup captive tout le beau monde de la capitale et se retrouve en 2 ans à fréquenter intimement le noyau dur de l'une des familles les plus protégées d'Europe. C'est plutôt... étrange. Je te le fais pas dire. Qu'il séduise quelques aristocrates décadents en manque de sensations, soit. Mais on en est au niveau au-dessus, là. Reprenons. Alexandra et Nikolai ont toujours été profondément amoureux. C'est un couple isolé et peu apprécié du reste de la famille impériale. Lui, il est mou, il est peu autoritaire, il est gentil, et il cède toujours à sa femme, qui elle est têtue, impressionnable, angoissée, orthodoxe très pieuse et allemande, raison pour laquelle personne ne peut la blairer. Pareil que Marie-Antoinette à son arrivée en France. Et en plus de ça, leur seul fils, le tsarevitch Alexei, a hérité de sa maman une maladie héréditaire, l'hémophilie. Et les médecins ne lui donnent pas longtemps à vivre. Raspoutine est donc exactement ce qu'il leur faut. C'est un paysan simple et humble qui convient parfaitement à leur tribe bobo plus près du petit peuple. C'est un mec qui leur donne confiance en eux, et qui plus est, c'est un mystique prophète aux étranges pouvoirs de guérison, de prédiction et d'hypnose. Alors quand Grishka fait ses preuves en réussissant là où les médecins ont échoué, c'est-à-dire en calmant les crises du tsarevitch et les angoisses de la tsarine par sa présence et ses prières, elle ne peut plus s'en passer. L'arrivée de cet homme étrange et inconnu dans l'entourage de la tsarine fait baliser, d'autant plus qu'on connaît son goût immodéré pour les aventuriers prestigitateurs foireux qui profitent de sa crédulité et qui font qu'on se fout de sa gueule à travers tout le pays. Et même l'Europe. Ce que la famille impériale au grand complet ne peut tolérer. Déjà qu'ils ont du mal à blairer la teutonne, mais si en plus il faut qu'elle les ridiculise avec ses bigoteries, ça va 5 minutes. Mais vu qu'elle n'en fait qu'à sa tête, ça continue. Et la rancœur et la haine vont s'accumuler contre le couple impérial et les faux gourous qui tournent autour. Vous n'avez pas peur des charlatans? Ça arrive. Bien sûr, ça existe. Par sécurité, on va donc faire surveiller ce louche moujik. On se rend compte qu'il fricote avec des prostituées, qu'il va au bain public avec des femmes mariées, etc. Gros scandale. On vient donc dire au tsar, preuve à l'appui, que Raspoutine est un gros débauché qui baisouille de partout. Le tsar dit merci, je sais, puis brûle le dossier. Et non seulement tout reprend comme d'hab, mais en plus celui qui a osé balancer Raspoutine se voit discrédité. Et ça va être comme ça sans arrêt entre 1905 et 1916. Tu balances pas, rase pas. Tu deviens tout rouge, t'as chaud, tu te reconnais, fais pas que je parle, balance. Pourquoi ? Il faut revenir sur le mysticisme en Russie pour tenter de comprendre, et notamment sur le phénomène des folles en Christ qu'on n'a pas chez nous. Dans l'histoire de la foi orthodoxe, il y a des ascètes, des dingues qui vivent sans que dalle, que tous, paysans comme tsars, considèrent comme des saints. Et ces fadas vont aller accomplir les actes les plus étranges pour se prouver leur foi, allant jusqu'à baisouiller au milieu de la rue ou bouffer des ordures. Et c'est pour ça que les tsars protègent Raspoutine. Ils disent de lui que c'est un saint incompris qui est là pour les sauver. Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites ? C'est sûr que ça paraît fumeux, moi aussi, du jour au lendemain, j'apprends 3 passages de la Bible, je me mets à les gueuler à tue-tête en courant tout nu dans les rues et en forniquant avec des parcs-mètres, et paf, je deviens un saint. Et bah pourtant, aussi étrange que ça puisse paraître, Raspoutine est vraiment pieux.
sans aucun jeu de mots. Et pour comprendre, il faut parler d'une secte orthodoxe, les Chlisti. Ce sont des mecs et des femmes qui vont mêler danse, extase, orgie, mystère, mortification, prière, le tout pour se rapprocher de Dieu. Raspa a sûrement, durant sa jeunesse, croisé des Chlisti et s'est dit qu'il fallait beaucoup prier et beaucoup pécher pour se rapprocher de Dieu. Et fuir le diable qui, selon lui, le talonnait toujours de près. Pour résumer, c'est un homme en recherche de spiritualité par des voies qui paraissent étranges aux occidentaux que nous sommes. Il pouvait donc fréquenter énormément de femmes, soit pour résister à la tentation et élever son âme et sa puissance mystique, soit pour coucher avec et expier l'envie, prier ensuite et être en paix. Il pouvait donc aussi bien passer 1 heure chez une prostituée et la regarder nue sans rien faire, que coucher avec une femme mariée. Mais jamais amoureuse. C'est un tabou pour lui, et c'est pour ça qu'il n'a jamais couché avec la tsarine. Il n'y a pas de... À côté de ces voix divines très pénétrables, il se fait de plus en plus influent à la cour, ce qui renforce le scandale. Exemple marquant, en 1908 éclate un conflit entre l'Autriche-Hongrie et la Bosnie, et la grande majorité des Russes, tsars y compris, veut y participer pour casser du teuton et filer un coup de main aux Bosniaques. Sauf que Raspa s'y oppose et le tsar se range de son côté, et il n'y aura pas de guerre. Rasputin prétendait même que s'il n'avait pas été victime d'une tentative d'assassinat en juin 1914 qui l'a cloué au pieu, il aurait pu empêcher la Première Guerre mondiale en convainquant Nikolai de ne pas y participer. Et c'est plus que probable. Avec ça, la haine qu'il inspire continue à croître. On le considère de plus en plus comme responsable de tout ce qui ne va pas dans l'Empire, ce qui explique sa célébrité et le fait que son nom ait traversé les âges. Il est l'objet de tous les ragots et pamphlets possibles, notamment après la Révolution, où on va chercher encore plus à discréditer l'ancien régime avec son nom. Donc partout, on arrive à cette conclusion. Si on veut sauver l'Empire, il faut se débarrasser de lui. Mais puisqu'il est intouchable et qu'on ne peut pas l'écarter de la tsarine, il faut tout simplement le supprimer. Das ist eine kolossale Konspiration. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Quand le tsar part prendre le commandement suprême de l'armée en 1915, la tsarine croit qu'il est de son devoir d'aider son mari en dirigeant le pays, avec l'aide de l'indispensable moujik, qui transmet la parole de Dieu, qui curieusement correspond toujours aux envies de la tsarine. Commence donc ainsi l'ultime épisode de la vie de Rasputin, où celui-ci s'empêtre de plus en plus dans le dangereux jeu politique du pays, agrandissant ainsi la liste de ses ennemis. Il se retrouve donc entouré de tant d'ennemis invisibles qu'il se met à flipper et à boire, lui qui n'avait pas picolé une seule goutte depuis sa jeunesse paillarde. Et pour payer ses sublimes soirées de débauche qui calment sa panique et qui façonnent sa légende, il se met à monnayer ses faveurs. Bah oui, rien ne lui étant impossible à obtenir du tsar, il se fait payer des fortunes pour demander tout et n'importe quoi à la tsarine, qui transmet à Nikolai, qui n'ose pas lui dire non. Et pour faciliter ses démarches, il fait et défait de plus en plus vite les ministres, il accumule de plus en plus d'ennemis, et il boit de plus en plus pour oublier sa peur de finir assassiné par les hommes qui sont de plus en plus nombreux à le détester. Ça va chauffer! 3 hommes préparent secrètement et concrètement son assassinat. Il s'agit du grand-duc Dmitri Pavlovitch, du député Purishkevitch, qui n'est pas le frère caché de Lénine, et l'héritier de l'une des familles les plus riches, les plus nobles et les plus anciennes de Russie, Félix Yusupov. Pour l'attirer dans leur piège, le jeune et beau Félix va se mettre à le fréquenter énormément sur le dernier moment, et il finit par l'inviter dans son palais à Pietrograd pour lui faire rencontrer sa femme. Et Raspa accepte. Dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916, faut le dire vite, Rasputin et Félix se rendent au palais de ce dernier où sont cachés les autres conspirateurs. Alors d'ordinaire si méfiant et si rusé, Grigori fait pleinement confiance à Félix. Pourquoi ? Celui-ci était très probablement devenu son amant et il avait une sincère affection pour lui. Et dans la soirée, seul à seul, Félix lui proposera des gâteaux et du vin empoisonné, et éventuellement il pourra même le terminer au revolver. Sauf que Rasputin ne mangeait jamais sucré. Du coup, il va se contenter de boire le vin, qui est bien moins chargé en cyanure que ne l'étaient les gâteaux, et ça aussi, il faut le dire vite, et sa robuste constitution de paysan sibérien va lui permettre de résister au cyanure. Du coup, quelques heures après, le poison faisant toujours pas effet, et probablement après avoir couché une dernière fois avec Rasputin, Félix finit par lui tirer dessus, et le rusé Grishka s'écroule. S'il était aussi malin, pourquoi qu'il est mort? Parce que c'est pas fini. Le dandy part fêter ça avec les autres au-dessus, puis il revient contempler cet homme étrange, qui d'ailleurs se redresse, l'étrangle et l'appelle par son prénom, ce qui a le mérite de rendre Félix à moitié fou. Rasputin se réfugie dans la cour, où il est finalement abattu par 2 balles, probablement tirées par le grand-duc Dmitri Pavlovitch, une dans le dos et une dans le front. On l'emballe dans une toile cirée, on part le jeter dans un trou de glace loin dans le fleuve en dehors de la ville, et quelques jours plus tard, on le retrouvera, les liens défaits, les bras levés, comme s'il avait cherché à sortir de l'eau. Et c'est ainsi que finit cet homme hors du commun.
Sa légende, suscitée par l'aura de mystère qui l'entourait et par les ragots les plus scabreux et les plus dingues qui ont couru de 1905 jusqu'à nos jours, s'est vue renforcée une dernière fois. Après sa mort, on méprisa une de ses étranges prédictions, qu'il répétait à qui voulait l'entendre: la dynastie persisterait tant qu'il vivrait. Alors c'est vrai que concrètement, ça lui permettait essentiellement de bénéficier de la plus haute protection. Mais toujours est-il que quelques mois plus tard, la révolution de février éclata, renversant le tsar qui finit assassiné un an plus tard avec l'essentiel de la famille impériale et de l'entourage de Raspoutine. Alors oui, il fallait pas être devin pour le voir arriver, c'est vrai, mais pour cette raison et pour plein d'autres encore, le mystère Raspoutine plane toujours.